Toujours juché sur la portière et accroché au véhicule avec sa main gauche, Valentin L. dégaine son arme de la main droite. Alors qu'il est éjecté au sol par l'accélération du véhicule, il tire 3 fois sur le conducteur, à bout portant. Au moins l'un de ces tirs atteindra Nordine A. Un projectile ensanglanté sera retrouvé à l'intérieur du siège conducteur et son examen par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale indique qu'il provient de l'arme de Valentin L. Bon, Blast est en pleine campagne de financement. On a tous la fin de l'année qui permet de défiscaliser les dons que font les gens. On a vraiment besoin de cet argent pour vivre. Mais c'est pas pour ça que on ne veut pas aider aussi des associations comme la tienne, Francesco, qui s'appelle Index. On fait cette émission pour vous présenter et pour te présenter, parce que le travail que vous faites est vraiment un travail intéressant et important. Donc, tu t'appelles Francesco Sebregondi, j'essaie de pas écorcher ton nom, tu as 37 ans, tu es chercheur et plutôt chercheur en architecture. Et Index, donc c'est une association loi 1901 qui a 3 ans d'existence. Et c'est vous qui fabriquez tous ces schémas en 3D, toutes ces explications qu'on peut avoir généralement quand il y a des violences policières. Aux barricades érigées sur la Canebière, les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. Peu après 19h, Zineb Redouane s'apprête à fermer les volets de sa chambre, au 4e étage du 12 rue des Feuillants, en plein cœur des affrontements. Soudain, la femme âgée de 80 ans est touchée au visage par une grenade lacrymogène. Grâce à une modélisation détaillée des lieux, nous sommes en mesure de reproduire précisément l'angle de vue de la caméra ayant capturé ce moment clé. La projection de l'image sur le modèle 3D permet d'établir la position du tireur, avec une marge d'erreur de 2 mètres. Au moment du tir qui va atteindre Zineb Redouane au visage, le policier se trouve quelque part dans ce cercle. Sur la base des débris et des traces de combustion retrouvées chez la victime, le rapport atteste que l'explosion de la grenade a eu lieu à l'intérieur de l'appartement. Moi, je vous ai rencontré au moment de l'affaire Zineb Redouane, qu'à l'époque, sur laquelle j'avais pas mal travaillé. Donc, je voudrais qu'on parle ensemble, que tu présentes un peu le projet Index et que tu nous expliques comment vous travaillez et pourquoi vous lancez cette campagne, quoi. Oui, mais alors déjà, merci beaucoup de cette invitation à discuter de tout ça. Index, c'est un projet qui a 3 ans aujourd'hui, donc une ONG d'investigation qui enquête sur des affaires de violences policières, plus largement de violation des droits humains, de violation des libertés fondamentales, en France et depuis la France. Et notre particularité, c'est celle d'utiliser un peu justement les nouvelles technologies de l'image et de l'information pour établir les faits sur ce qui s'est passé. En particulier de l'analyse de vidéos, de l'analyse croisée de différents médias, ainsi que de la modélisation 3D, qui illustre, mais fait plus qu'illustrer souvent justement, c'est des cas d'enquêter à travers l'utilisation de la modélisation 3D pour véritablement déjà vérifier la version des autorités, parce qu'elle est souvent... elle peut être débattue, et établir ce qui s'est passé à travers justement des reconstitutions numériques qui nous permettent d'y voir plus clair sur justement différents incidents. C'était le cas par exemple dans l'affaire Zineb Redouane, où la modélisation 3D du tir de grenade montrait justement que la position de tir, que le tir n'était pas du tout conforme. Vous avez pu démontrer que le tir était un tir direct, alors que la police expliquait que c'était un tir en cloche. C'est le souvenir que j'en ai. Oui, disons que si on rentre dans le détail... Mais rentrons dans le détail, parce que vous, justement, à Index, vous rentrez dans le détail, quoi. À l'aide du rapport balistique, mais aussi d'images de vidéosurveillance, de vidéos partagées sur les réseaux sociaux,
et d'une modélisation 3D des événements, cette analyse contredit formellement les conclusions de l'expertise officielle. En fait, le tir qui avait été justement capturé dans des CRS de Saint-Étienne, enfin, on a eu beaucoup de mal à les retrouver. Enfin. Qui avait été capturé dans une image de vidéosurveillance montrait justement un tir qui était estimé par l'expert qui avait été chargé de l'affaire comme étant un tir en cloche, mais surtout qui, pour lui, était conforme aux règles d'usage en vigueur dans la police nationale, alors qu'une fois qu'on modélisait cette position de tir dans l'environnement urbain dans son ensemble, on voyait que le policier était face à un immeuble de la rue des Feuillants, donc face à l'immeuble où vivait Zineb Redouane. Qu'elle était à sa fenêtre au téléphone. Qu'elle était à sa fenêtre au téléphone à ce moment-là, et que de toute façon, dès qu'en fait la gâchette était tirée, il y avait déjà une infraction, parce que en fait, en utilisant un lance-grenade qui tire justement avec un dispositif de propulsion à retardement pour 100 mètres, c'est-à-dire que la trajectoire, vu sa position, allait forcément croiser le façade en face. Et donc évidemment, un tir sur une façade, c'est un tir complètement interdit pour les risques que ça peut impliquer de toucher soit directement, soit rentrer dans un appartement, etc. Et c'est justement ce qui s'est passé. La grenade a impacté directement Zineb Redouane à une vitesse, maintenant j'ai oublié, mais il me semble que c'était plus de 100 km/h, et ensuite ça a dispersé toute la quantité de gaz lacrymogène d'une MPZ à l'intérieur d'un appartement, ce qui était lui-même un élément très, très dangereux. Mais surtout, ce qui était notre intervention dans cette affaire, elle était particulièrement importante parce que justement on voyait qu'il y avait une expertise qui avait été faite, mais que sa conclusion était erronée ou mensongère, parce que véritablement, pour en arriver à décrire ce tir comme un tir en cloche, oui, conforme. Il fallait vraiment forcer, en tout cas, il fallait faire omission volontaire, pratiquement, des règles d'usage de cette arme qui indiquent que le tireur est absolument responsable de faire en sorte de faire attention à son environnement pour éviter justement que des personnes soient directement impactées. Donc un tir sur une façade ne peut pas être considéré comme légitime. Il faut se souvenir du contexte. C'était un des moments les plus forts de la période Gilets jaunes avec des grosses manifs. C'est la période où on disait qu'Emmanuel Macron était planqué à l'Élysée, qu'il avait peur d'une insurrection, et il fallait absolument pas qu'une information de ce type sorte dans l'opinion. Il y avait la présence d'un substitut du procureur dans l'appartement de Zineb Redouane. Tout a été nettoyé, on a maquillé tout ça, on a expliqué qu'elle est morte à l'hôpital, ce qui est vrai, mais la responsabilité de sa mort, c'est évidemment ce tir de grenade. C'était une grenade, quoi. Et son visage était complètement tuméfié. Je sais, on a vu les photos. Enfin, il y a eu plusieurs histoires comme ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que vous n'êtes pas connu, mais c'est vrai que Index, pour la mort de Steve Maya Canasso, vous êtes là aussi. Pour Adama Traoré, dont on connaît l'issue judiciaire, c'est vous aussi. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment vous avez travaillé sur ces deux autres cas ? Oui, alors notre enquête sur l'affaire, les circonstances de la mort d'Adama Traoré, c'est un partenariat avec Le Monde, et pour le mentionner, c'était une phase d'incubation d'Index. On était encore à l'intérieur. Au tout début, ouais. Voilà, on était encore à l'intérieur du laboratoire international Forensic Architecture, dont le projet Index découle comme un peu une extension française de ce travail, du travail de ce laboratoire. Ce laboratoire anglais existe depuis combien de temps ? Depuis 2010. Moi, j'y travaille depuis cette époque. Et c'est aussi un statut associatif ou... Alors, c'est un projet de recherche à la base, donc basé à l'université Goldsmiths de Londres, qui a démarré comme projet de recherche financé par l'Europe autour de, justement, l'enquête sur des violations des droits humains, et en particulier du droit de la guerre, avec les outils de l'architecture, c'est-à-dire de la modélisation 3D, de la création d'analyses spatiales, d'imagerie satellitaire, d'usage de cette nouvelle manne d'informations que sont les photos et les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux pour reconstituer les faits. Là où, justement, le brouillard de la guerre vient les rendre moins... Donc, c'est des gens qui sont subventionnés, qui travaillent pour la justice en Angleterre, enfin, qui... Voilà, on a travaillé beaucoup avec des ONG, Amnesty International. Toi, tu as travaillé en Angleterre un peu, tu y étais. Pendant une dizaine d'années, oui. Ouais. Donc, c'est tout le background. Et donc, c'est toi qui importes ce concept en France avec Index.
en 2020. On peut dire ça. Ouais, j'essaie de schématiser pour que les gens comprennent. Parce que moi, qui connaissais de nom Index, je pensais que c'était un labo de recherche, qui un peu, enfin, je connais pas bien l'univers de la recherche, mais qui était subventionné, type CNRS, et que c'était des gens un peu plus militants qui utilisaient ça pour aider les médias ou pour aider la justice. Enfin, je pensais pas que vous viviez de dons et de la générosité publique, ce qui est le cas. Ce qui est largement le cas, en fait, du coup, justement, le passage à une structure autonome en France qui poursuit le travail qu'on avait commencé avec Forensic Architecture sur les violences policières, mais qui essaie de le rendre plus pérenne, plus durable en France, est passé par, justement, la création d'une association. Donc, c'est notre seule structure en France. On reçoit un tout petit peu de financement de certaines fondations, très peu, mais une large partie de notre possibilité d'exercer, c'est grâce aux dons et à la solidarité de citoyens et de citoyennes qui voient notre activité comme d'intérêt public, parce que justement, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on essaye de combler comme un vide en fait autour de justement un contrôle indépendant, un regard détaillé, rigoureux, précis sur les actions de la force publique et leur usage de la force. Vous devriez bosser pour l'IGPN, mais ils font pas appel à vous, j'imagine. C'est marrant, parce qu'on a eu des échanges assez étranges avec l'IGPN qui justement nous appellent à la publication d'une enquête. Par exemple, c'était sur l'affaire Adnan Nassi, une enquête qu'on avait publiée avec... L'affaire, pardon ? L'affaire de l'éborgnement d'Adnan Nassi, un jeune à l'époque qui avait 19 ans, pendant le confinement. Une enquête qu'on avait publiée avec Libération en mai 2021, je crois. Brunoy, le 22 février 2020 à 23h17. Adnan Nassi, 19 ans, est gravement blessé par un tir de LBD lors d'une opération de police dans le quartier des Hautes-Mardelles. Son pronostic vital est engagé lorsqu'il est hospitalisé en service de neurochirurgie et opéré en urgence. Plusieurs des os de son visage sont fracturés, une brèche menace son cerveau où de l'air s'est infiltré, son œil droit est éclaté, il doit être énucléé. Dans quelles circonstances Adnan Nassi a-t-il été mutilé ? Libération révèle des images de ce tir et publie en partenariat avec l'agence d'expertise indépendante Index une modélisation 3D et une analyse de la scène. Ces éléments attestent qu'Adnan Nassi ne présentait aucun danger pour les policiers et contredisent formellement les propos de Yann T, l'agent auteur du tir. Comme c'est souvent le cas, en fait, les enquêtes qu'on publie, que ce soit par nous-mêmes ou en partenariat avec un média, sont ensuite versées au dossier d'instruction et viennent aussi peser dans la procédure judiciaire parce qu'elles ont, dans la plupart des cas, une dimension vraiment de rapport d'expertise, en fait. Et peu de temps après la publication de cette enquête, je reçois un appel d'un inspecteur de l'IGPN qui m'interroge sur les techniques qu'on a utilisées. C'est-à-dire, mais alors, cette modélisation 3D, comment vous l'avez faite ? C'est réel, c'est fidèle à la réalité. Ah, mais voilà, donc je lui explique comment on fonctionne, à partir des caméras de surveillance, de reprojeter justement un espace pour reconstituer en 3D, etc. Et j'avais l'impression que la personne découvrait en même temps qu'on lui expliquait justement comment on travaillait. Et c'était quand même assez paradoxal que du côté d'une institution publique avec les moyens qu'on leur connaît, au bout du compte, on soit dans un rapport où on va être un peu plus dans le détail que leur propre travail. Ouais, c'est peut-être qu'ils n'ont pas très envie de faire la lumière sur les bavures policières aussi. Peut-être, c'est sûr que quand nous, maintenant, on commence à avoir de l'expérience, parce qu'au-delà des enquêtes qu'on a publiées, en fait, on travaille aussi comme agence d'expertise indépendante qui peut être sollicitée par différentes victimes, familles de victimes ou avocats sur... C'est ce qui vous est arrivé dans l'affaire Steve Mayakanasso ? Alors oui, l'affaire Steve Mayakanasso, c'est une affaire où on a été mandaté comme expert indépendant directement par le juge d'instruction en charge de l'affaire. C'est aussi pour ça que, en fait, je crains que je ne puisse pas m'exprimer complètement dessus parce que je suis encore
tenue au secret professionnel lié à... Même parce que j'ai appris que votre étude a été écartée par le parquet parce qu'ils vous ont considéré comme des militants ou un truc comme ça. Non? Oui, alors effectivement, notre expertise a été annulée suite à un recours en nullité par les personnes mises en examen dans cette affaire. Donc les policiers. Un préfet, un sous-préfet et un commissaire de police. L'argumentaire qu'ils avaient utilisé était que, justement, peut-être qu'on ne qualifiait pas comme expert indépendant. Je ne sais pas trop sur quelle base ils disaient ça, mais en tout cas, dans les faits, l'expertise a été écartée par la justice en invoquant un vice de procédure dans la façon dont on avait été mandaté. Et on n'en sait pas plus depuis. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Dans cette histoire, sans divulguer le secret de l'instruction, c'est différent d'un tir, c'est-à-dire qu'on retrouve un cadavre dans l'eau. En quoi la modélisation 3D peut aider dans un cas comme celui-là ? C'était bon, de toute façon, notre expertise a effectivement fuité dans la presse, donc je ne vais pas rentrer plus en détail, mais elle est éventuellement accessible. Mais en fait, c'était un travail de fond et qui était très important parce que justement cet incident avait été filmé par une centaine de personnes, c'est-à-dire l'intervention policière à 4h du matin sur le quai Wilson à Nantes dans le cadre de la fête de la musique, où justement des personnes qui participaient à la fête se sont retrouvées complètement pris par un énorme nuage de gaz lacrymogène parce qu'il y a eu usage des moyens lacrymogènes sur un quai qui n'était pas protégé de nuit et à 4h du matin. Et en fait, l'enjeu, c'était d'essayer de reconstituer ce qui s'était passé en mettant en rapport, en regard, l'ensemble des vidéos qui avaient été filmées, qui avaient été en partie collectées, qu'en partie on allait collecter nous-mêmes et partager sur les réseaux sociaux, etc. Donc plein de petits fragments d'informations qu'il fallait remettre ensemble comme un puzzle. Et ça, c'est là où c'est très intéressant d'utiliser, par exemple, la modélisation 3D aussi pour resituer où ont été pris des plans de caméra, etc., pour véritablement commencer à reconstruire toute la trame de l'incident et voir où était placé. Mais quand vous dites l'incident, enfin, le jet du jeune homme à l'eau n'a pas été directement filmé ? Alors non, mais justement la dynamique générale de la scène a été filmée depuis une multitude de regards. Et donc, on peut par exemple voir que en fait, le fond de notre travail, c'était d'essayer d'estimer, à partir des positions qui avaient été... Là, j'en parle beaucoup, du coup, de cette... Non, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Vous accusez personne, donc... Bien sûr, non, mais il y avait des éléments dans l'affaire qui nous permettaient de localiser, dans le dossier judiciaire, qui nous permettaient de localiser Steve Mayakanisso, grâce à la façon dont son téléphone avait triangulé son signal juste avant, justement, sa chute à l'eau. Donc on savait en gros sa position, enfin de façon assez détaillée sa position. La question était aussi de savoir est-ce qu'il avait été exposé à du gaz lacrymogène à ce moment-là, et donc où s'étendait le nuage de gaz, etc. Donc, mais là, dans un cas comme ça, tout à l'heure, vous parliez de Libération. Libération achète votre travail ou la justice, quand vous êtes nommé expert, vous êtes payé. Donc dans ce cas-là, dans le cas de la justice, oui. Malheureusement, pour être très honnête, il n'est jamais arrivé que la subvention pour notre travail couvre véritablement le coût de production. C'est-à-dire qu'il y a toujours du travail bénévole ou justement financé par aussi la solidarité générale derrière, parce que c'est vrai que c'est des enquêtes qui nous prennent. Donc on est une équipe de, on va dire, 5 personnes régulières qui peut s'étendre selon les besoins. Mais sur le rapport qu'on a produit pour l'affaire Steve Mayakanisso, vu que c'est la dernière dont on parlait, on a travaillé pendant 3 mois et demi à 4 ou 5 à produire quelque chose comme ça, donc, et quasiment à temps plein. Ce qu'il faut que les gens qui nous écoutent sachent, c'est que donc vous êtes 5 permanents, mais comment dire, personne n'est salarié par Index, vous avez tous des boulots par ailleurs, vous par exemple vous êtes chercheur, les autres sont quoi ? Ils sont tous aussi dans le milieu de la recherche ou... Architecte, vidéaste, monteur, journaliste, voilà, c'est différentes compétences qu'on essaie justement d'associer parce que ça nous permet d'avoir une sorte d'expertise collective en fait autour de ces affaires. Et vous êtes basé à Paris ou... Équipe assez distribuée en fait, donc en France, mais avec une base. Et ça représente combien d'adhérents et on va dire de militants, chercheurs entre guillemets Index ? Voilà, l'équipe régulière en ce moment c'est 5 personnes et ça s'étend à peu près 12, on va dire, de collaborateurs ponctuels, collaboratrices ponctuelles selon les besoins, sans compter après justement
un peu jusqu'ici la communauté de soutien qui a permis à Index de perdurer jusqu'ici et à laquelle on fait beaucoup appel aujourd'hui pour pouvoir continuer. Parce que là, vous vous êtes lancé sur une souscription KissKiss, un peu comme Blast, il y a 3 ans, non ? On est sur juste une campagne de dons à titre... on utilise la plateforme Donorbox et depuis notre site, on peut contribuer directement. D'accord. Voilà. On mettra les liens en dessous de notre entretien, comme ça les gens pourront se connecter. Le but est que les gens vous aident. Et là, vous êtes dans quelle situation financière aujourd'hui ? Critique. Critique parce que on tenait, comme je le disais, aussi grâce à certains financements de fondations nationales ou internationales qui nous aidaient un petit peu à poursuivre. Malheureusement, ils n'ont pas été reconduits pour l'année 2024 pour des raisons qui nous dépassent. Et c'est quel type de fondation ? Ça s'appelle la Guerrilla Foundation. Et ils avaient financé un programme. Et là, actuellement, on les remercie beaucoup. On n'a rien contre eux. Simplement, justement, je crois qu'ils sont en restructuration interne. Et d'accord, il n'y a qu'une seule fondation. Non, derrière, on remercie aussi la fondation Un Monde par Tous, qui est une fondation qui finance différents projets, justement, autour des libertés fondamentales, qui nous a soutenus depuis le début. Mais on parle de financements qui ne nous permettent pas de non seulement couvrir nos coûts de fonctionnement, mais aussi de produire tout le travail qu'on fait, quoi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que personne n'est salarié chez vous. Comment vous payez dans ces études ? C'est quoi ? C'est C'est en fait justement les collaborateurs et collaboratrices acceptent une sorte de taux de rémunération solidaire à la journée qui couvre le minimum indispensable pour leur permettre de justement laisser leur travail principal et se dédier à ça. Mais c'est bien en deçà de... C'est genre 200 €, 100 €, si on veut rentrer dans les détails, c'est 140 € par jour. Non, mais c'est important parce que les gens qui financent, s'ils apprennent que vous êtes payé 1 000 € par jour, ils n'auront pas envie, quoi. Bien sûr, mais non, c'est les mêmes personnes qui pourraient, sur des projets commerciaux, être payées 2 à 3 fois et qui choisissent de le faire sur un projet dans lequel ils trouvent du sens et un certain engagement pour travailler dans le sens. Je dis vous, je dis tu, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés aujourd'hui, mais on a le tutoiement facile. Donc, est-ce que on pourrait revenir sur des cas précis, d'expliquer comment vous travaillez, ce que vous faites, par exemple sur Adama Traoré. Donc là, je rappelle, un jeune homme qui fuit, qui est rattrapé par des gendarmes, qui meurt étouffé. Enfin, tu peux rappeler un petit peu et comment c'est la première histoire que vous avez apporté sur laquelle on a apporté un peu de lumière et qui est alors justement très importante aussi pour la question de sa résonance dans le médiatique et judiciaire, et puis le fait que c'est vrai qu'elle a été aussi un symbole de la mobilisation contre les violences policières jusqu'ici. Il est 17h passées lorsqu'Adama Traoré, 24 ans le jour même, croise la route de 3 gendarmes. 2 heures plus tard, il est étendu dans la cour de la gendarmerie de Persan et son décès est déclaré. Alors que sa mort déclenche des violences à Beaumont, une enquête est ouverte par le parquet de Pontoise. Adama Traoré souffrait-il d'une maladie ? A-t-il produit un effort trop important ? Ou y a-t-il un lien avec son interpellation par les gendarmes et la lenteur avec laquelle les secours ont été prodigués ? Il s'agissait surtout de montrer les zones d'ombre qui restaient dans l'instruction. Aussi à l'époque où on avait fait cette enquête, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose dans l'appartement où Adama Traoré a été interpellé, et les seules informations qu'on a sont les auditions, les témoignages des gendarmes qui ont procédé à cette interpellation. Et ces gendarmes ont été auditionnés, on parle de 3 gendarmes, ils ont été auditionnés chacun 3 fois, et en fait leur discours change au fil des auditions. Et on a vu que au moment des premières auditions, peu après les faits, ils évoquent le fait que par exemple ils s'étaient mis à 3 sur le corps d'Adama Traoré, et qu'il y en a un qui dit même la phrase « il a pris le poids de nos 3 corps ». Et donc, ça, c'était une version des faits, on va dire. Et puis ensuite, au fur et à mesure des auditions, la version évoluait. Et justement, il revenait sur cette question.
et on arrivait à justement une version dans laquelle, non, ils étaient plutôt sur le côté. Il y a beaucoup de détails dans les auditions sur comment ils étaient placés, mais en gros, dans le dossier, leur version avait évolué. Et avec l'équipe du Monde, le service vidéo du Monde, on a décidé justement de montrer, de visualiser à travers la modélisation 3D, justement, à quoi correspondraient ces deux positions, ces deux versions des faits qui ont été évoquées à différents moments de la procédure. Je n'ai porté aucun coup. Nous avons employé la force strictement nécessaire pour le maîtriser. Mais il a pris le poids de notre corps à tous les trois au moment de son interpellation. Pour intégrer les informations contenues dans ces deux extraits, nous avons réalisé une reconstitution alternative dans laquelle les postures des gendarmes s'appuient sur les éléments des toutes premières auditions. Dans cette version, les appuis du chef F ne sont plus sur ses propres pieds, mais sur le corps d'Adama Traoré. L'adjoint volontaire U place lui aussi ses genoux sur le corps du jeune homme. Le gendarme G demeure dans la même position. Les trois gendarmes font cette fois pression en même temps sur le corps d'Adama Traoré. À partir de ces témoignages, il est impossible d'établir avec plus de précision le déroulement de cette interpellation. Ils ont permis de visualiser une image où on a un plaquage ventral avec trois personnes qui s'appuient sur le corps de la victime, ou de l'interpellé en tout cas, qui, après il y a une autre question, c'est les batailles des expertises médicales dans cette affaire qui n'est pas exactement notre domaine, mais en tout cas, il y a aussi justement des expertises qui ont été versées au dossier qui indiquent que la cause de la mort il est tout à fait plausible qu'elle soit liée justement à ce plaquage ventral et à cette position d'interpellation qu'Adama Traoré a subie. Et ça, ils ne l'ont jamais nié, les gendarmes. Si, ils l'ont nié. Au niveau de la procédure exacte et de comment elle a évolué depuis, je ne voudrais pas forcément rentrer dans le détail, car je ne suis pas sûr de... Mais là, vous êtes très affirmatif. Vous dites que c'est les trois corps posés sur le corps d'Adama Traoré. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. C'est ça que... Et vous arrivez à le démontrer avec la 3D? Nous, on a pu simplement visualiser ce que ça donnait. Donc, c'est pas cette enquête... L'écrasement de la cage thoracique. Voilà, c'est ça. Parce que justement, on sentait, et ça, c'était une discussion avec les équipes du Monde, on avait... c'est la sensation qu'il y avait une grande incompréhension autour de cette affaire et que ça serait important justement de reconstituer. En fait, l'enquête, elle s'appelle « Les dernières heures d'Adama Traoré » où justement on reconstitue un peu tout le déplacement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'appartement, qu'est-ce qui s'est passé après, justement à la gendarmerie de Persan où il a été justement aussi... il y a un problème au niveau de la non-assistance à personne en danger, il a pu être laissé justement menotté. Enfin, il y a plusieurs zones d'incertitude qui nous semblaient importantes de montrer, de visualiser pour permettre une compréhension plus générale de ce qui s'était passé, sachant justement l'importance de cette affaire dans le domaine public et l'opinion publique autour de ces questions. Maintenant, c'est pas forcément l'enquête la plus représentative de l'usage, de l'utilité, de comment pouvoir exploiter aujourd'hui des outils comme ceux de la modélisation 3D et l'analyse de vidéo. Un exemple qui a peut-être été moins médiatique, mais qui est important aussi au niveau des retombées judiciaires, par exemple, sur lesquelles on a pu travailler, celui de l'éborgnement de Jean-François Martin. La réaction, c'est on lâche rien. On ne lâche rien. Voilà l'état d'esprit de Jean-François Martin. En 2016, le jeune étudiant avait été éborgné par un tir de LBD, un lanceur de balles de défense. Il défilait lors des manifestations contre la loi travail à Rennes. Et 4 ans après, la justice a prononcé un non-lieu pour les 2 policiers mis en cause dans cette affaire. On a 2 suspects, on a 2 tireurs, on est sûr que c'est l'un des 2. Sur ça, on en est quasiment sûr, c'est vraiment une quasi-certitude. Et vu qu'on n'est pas capable de dire lequel des 2, on s'arrête là. Donc pas de condamnation, et puis ils s'en sortent, et puis c'est terminé, quoi. Moi je suis un peu... ça me laisse perplexe. Jean-François Martin, c'était un étudiant de 20 ans en 2016, à l'époque de la loi travail, donc au début de l'usage des armes dites non létales, des LBD, etc., en manifestation de façon très régulière, qui a été éborgné par un tir de LBD à Rennes. Et une enquête avait démontré justement qu'effectivement des policiers étaient à proximité, qui avaient fait usage de leur LBD, mais vu que l'enquête n'avait pas pu déterminer lequel des 2 policiers était celui qui avait impacté Jean-François Martin, alors un non-lieu était prononcé en première instance. Et nous, on a été
appelé à intervenir dans la procédure en appel, a produit un rapport d'expertise qui analysait les vidéos et essayait d'apporter justement une réponse à la question lequel des deux policiers porteurs de LBD était l'auteur du tir qui avait touché Jean-François Martin. Et en fait, l'analyse de toute une série de vidéos qui avaient été publiées en ligne, qu'on a collectées, qu'on a mis ensemble, synchronisées, analysées, etc., ainsi qu'une modélisation 3D du site qui nous a permis de resituer les tireurs dans leur position dans l'espace, nous a permis d'établir les trajectoires de tir de LBD, des deux tireurs, et montrer que l'un ne tirait pas dans la direction de Jean-François Martin, alors que l'autre, si. Et donc, ce rapport a été utilisé directement dans la procédure en appel, et alors, il y a peut-être aussi d'autres facteurs, mais en tout cas, en appel, le non-lieu a été infirmé, et le policier a été, dans un premier temps, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais dans un premier temps, renvoyé devant le tribunal correctionnel. Donc, on a vu à ce moment-là, et ça faisait 1 an et demi qu'on commençait à travailler, on a vu que il pouvait même y avoir justement un impact et des résultats concrets obtenus en justice quand on commençait à faire levier sur ces nouvelles techniques d'investigation. Parce que là, ça s'est passé en 2016 et vous démarrez en 2020, mais c'était le labo anglais qui l'avait fait ou c'était déjà... Non, ça c'était nous avec Index. Et oui, 4 ans après les faits uniquement en travaillant sur dossier. Oui, parce que ça, c'est le cas typique des instructions des affaires de violence policière. Ça dure très longtemps. Combien d'affaires vous avez tenté d'élucider ou vous avez élucidé ? Alors, on en a une dizaine de publiés, mais on a aussi toute une série qui sont pas publiques parce qu'on travaille directement comme expert indépendant, missionné en général par justement une victime ou une famille de victimes, et on travaille directement sur le plan judiciaire, donc à l'intérieur du secret de l'instruction, afin de faire avancer la procédure plus concrètement. Donc là, on a aussi 5 ou 6 rapports qui ont été commencés et en cours sur lesquels on est en train de travailler. Et vous êtes... c'est toujours des violences policières ou ça peut être autre chose ? Aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est le cas aussi parce que on est extrêmement sollicité. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est la seule structure en France qui propose des services d'expertise indépendante sur des affaires de violences policières et de façon accessible à toutes et tous, depuis, même si on n'est pas très connu du grand public, en fait, dans le milieu, dans le réseau, en fait, des personnes qui sont actives sur la mobilisation contre les violences policières, notre nom a tourné assez vite. Et donc, il se trouve que chaque mois, on reçoit des messages, des contacts de personnes qui font appel à nous pour les aider à produire justement une contre-expertise. Parce que souvent, c'est des affaires qui se repose véritablement sur justement une expertise qui peut être balistique, qui peut être un rapport de reconstitution. Et en fait, dans les affaires, c'est essentiellement soit des policiers, soit des gendarmes, soit des ex-policiers ou gendarmes, soit des personnes de ces milieux-là qui sont appelées à intervenir en tant qu'experts. Et c'est là où il y a aussi un problème d'impartialité, d'indépendance. Et donc, voilà, c'est là où on essaye d'avoir un rôle à jouer pour faire un contre-regard véritablement indépendant sur ces questions. Et est-ce que parfois vous vous auto-sollicitez ou c'est généralement des médias ou la justice qui vous sollicite ? Non, on peut aussi se saisir par nous-mêmes d'une affaire quand on estime qu'on a la possibilité d'intervenir, que la documentation, par exemple visuelle, une vidéo, etc., qui a tourné, nous permet de faire quelque chose, d'apporter véritablement un éclairage. Et on va pouvoir le faire, l'initier par nous-mêmes. On a aussi, donc on a un peu un statut hybride entre agence d'expertise indépendante et médias d'investigation. Aujourd'hui, on est aussi reconnu comme un service de presse en ligne, et donc on a la possibilité de publier par nous-mêmes des enquêtes. Donc ça peut varier. Mais aujourd'hui, on a tellement de sollicitations et de dossiers qu'on nous apporte directement, sur lesquels on nous demande d'intervenir, qu'on n'a pas vraiment le temps ni l'occasion de s'auto-saisir d'affaires. C'est vous qui aviez travaillé sur l'éborgnement de Jérôme Rodriguez aussi ? Absolument. C'était comment ce dossier ? Nous avons procédé à l'examen image par image de l'ensemble des vidéos de l'incident ayant causé la mutilation de Jérôme Rodriguez, avec pour objectif d'identifier d'éventuels jets de projectiles sur les policiers lorsque l'un d'eux fait usage d'une grenade à main de désencerclement. Cette analyse s'appuie sur un travail de synchronisation générale de toutes les vidéos disponibles.
Derrière, hein. On a pris les pavasses par l'arrière. Le redatage de la caméra piéton du policier situé à gauche du lanceur de la grenade constitue l'horaire de référence employé dans cette analyse. Il n'y avait pas tellement de doute, quoi. Le policier était... Non, il était repéré, enfin, le tir était direct. Alors, c'était un lancer de grenade, un lancer de grenade de désencerclement dont un des galets a atteint Jérôme Rodriguez à l'œil. La particularité de ce dossier, c'est qu'on a pu récupérer justement l'ensemble du dossier judiciaire, y compris toutes les images qui avaient été versées. Et les images de surveillance des caméras de surveillance qui étaient installées sur la place de la Bastille le jour justement de ce... je ne sais plus quel acte, mais c'était en janvier 2019. Ainsi que justement beaucoup des policiers en opération qui portaient des caméras piétons. Et donc là aussi, ça parle d'un peu quelque chose qu'on essaye de faire dans notre travail, c'est aussi d'inverser un peu le regard, de renverser le regard de la surveillance. C'est-à-dire que là, on a affaire à justement un dispositif de surveillance très développé, avec beaucoup de caméras de surveillance et puis des caméras piétons, etc., qui d'un coup, parce qu'il y a cet incident dans lequel justement Jérôme Rodriguez a perdu un œil, se retrouve déplacé dans justement un dossier judiciaire qui finit par fuiter et dans lequel justement, pour une fois, la société civile peut s'emparer de ces images et regarder depuis cette perspective particulière, qui est celle embarquée des policiers, comment se passe une opération de maintien de l'ordre à la française. Sur l'enregistrement de la caméra de surveillance située sur le boulevard Henri IV, nous avons identifié un projectile en vol en provenance de la zone située sur le côté arrière-gauche du groupe où se trouvait Jérôme Rodriguez. Et on y voit beaucoup de mauvais gestes, on va dire. En fait, c'est une mauvaise coordination générale une unité de CSI et une unité de la BAC entre elles. Une unité de la BAC qui part très vite, mais qui sont habillées très légèrement. Une unité de CSI qui suit derrière avec un équipement lourd qui n'arrive pas à suivre. Et donc, qui se retrouve au milieu de la place sans objectif opérationnel, en face d'un groupe dans lequel se trouve Jérôme Rodriguez. Et au bout de quelques secondes, il y en a un qui décide de lancer une grenade de désencerclement à peu près au milieu de la foule. Il y avait 4 street medics tout à fait visibles au milieu. Et donc, sans véritable risque pour eux, sans enjeu, sans hostilité de leur part. À 16h38, il se trouve au milieu de la place de la Bastille, où plusieurs cortèges de manifestants se sont rejoints. 30 secondes plus tard, toujours en direct, il s'effondre au pied de la colonne de Juillet. Attention les gars. Non, attends. Laisse ton truc là, ouvre la tête, laisse ton truc. Enculé avant. Médic. Lycée, stop. Donc, en fait, l'enquête permet de resituer tout ça, parce qu'aujourd'hui, elle est encore en instruction, l'affaire n'est pas décidée. Donc, même si des vidéos existent, en fait, c'est les mettre ensemble qui permettent de bien comprendre ce qui s'est passé, et justement de venir faire contrepoids à l'interprétation actuelle, qui est celle de dire des projectiles étaient lancés depuis l'arrière, et donc ce tir aurait été justifié, etc. Ce qui est incroyable en vous écoutant, enfin, c'est quand même c'est d'utilité publique, quoi. Vous devriez être subventionné, enfin la justice. Et là, vous êtes là à quémander, quoi. Enfin, c'est un peu... Enfin, quémander, le mot est fort, mais je comprends que c'est ça, même ça doit être pas très agréable pour vous, non ? C'est sûr qu'on aimerait beaucoup se concentrer sur ce qu'on fait mieux, c'est-à-dire enquêter, produire des enquêtes et les rendre publiques. Aujourd'hui, on comprend que on a décidé de travailler sur un enjeu de société, mais qui est particulièrement sensible politiquement, qui fait que c'est difficile,
cas, que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de soutien du point de vue institutionnel, fondation, etc., parce que c'est délicat, on nous répond souvent ça. Et donc, en fait, on pense qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est nombreux à se rendre compte qu'il y a un problème de fond autour des violences policières, autour des mécanismes d'impunité, autour des mécanismes de déni qui font notre quotidien et qui sont régulièrement répétés aussi au niveau des autorités en charge et publiques, eh bien, on est quand même beaucoup à se rendre compte qu'il y a un problème et que on pense que c'est de nous, ensemble, on va pouvoir créer une réponse et une solution. Et donc, oui, on s'appuie beaucoup sur la solidarité collective autour de la possibilité de continuer ce travail. Merci Francesco, c'est pour ça que moi j'étais content de vous accueillir à Blast. Donc les gens qui nous écoutent, il faut aider Index, il faut aider Blast, il y a des liens qui vont s'afficher en dessous. Vous voulez ajouter quelque chose ou ça va ? Peut-être simplement dire qu'on n'a que jusqu'au 22 décembre pour arriver à notre objectif de financement et que sans ça... Là, vous avez 13 000 € qui sont rentrés. On devrait arriver à 30 000 pour avoir la possibilité de poursuivre en 2024 de façon un peu plus sereine et pas dans la précarité la plus totale. Voilà. D'accord. Merci beaucoup et puis salut et à bientôt sur Blast. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.